Bonjour à tous, chers fans de hockey junior. Bienvenue à ce deuxième épisode du Balado aux quatre coins, le podcast officiel de la LHJMQ. Cette semaine, Sidney Crosby est immortalisé d'une autre façon au sein de la Ligue. Philippe Veilleux est inarrêtable avec les Foreurs de Val-d'Or et des premières équipes sont qualifiées pour les prochaines séries éliminatoires. On fait le tour de l'actualité de la Ligue avec Alex Régimbal et en entrevue, l'entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton qui connaissent un pas pire moment. Ça va nous faire plaisir d'aller rejoindre Louis Robitaille. Bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous à la page YouTube de la LHJMQ pour ne rien manquer du balado aux quatre coins. Et nous sommes également disponibles sur toutes vos bonnes plateformes de balado-diffusion comme Apple Podcasts et Spotify. Sans plus tarder, allons rejoindre Alex Régimbal. Bon épisode! Et cette semaine, c'est Alex Régimbal qui joue à nous pour le tour d'actualité dans la LHJMQ, producteur au contenu à la Ligue. Alex, comment ça va? Ah, ça va bien, Max. Toujours content de te parler. Tu sais à quel point j'aime ça. Le faire avec toi, bravo. Félicitations pour le podcast parce que nous, on a travaillé ensemble dans les coulisses de développer le projet, notamment avec Raph. Mais je suis bien content que c'est ça toi qui le fasse. Puis, toi et moi, on a un petit historique. Puis, je suis bien content qu'on puisse poursuivre notre histoire ensemble, mon cher ami. Ben, pareillement. C'est une belle histoire d'amour, là, comme ça. Mais on n'en parlera pas devant le public. On gardera ça pour nos moments intimes. Parlant de moments intimes, Sidney Crosby a eu un beau moment avec le trophée qui porte maintenant son nom. Je vous invite à vous rendre là, sur les différentes pages des réseaux sociaux de la LHJMQ pour voir cette vidéo qui a été filmée en compagnie de Sidney Crosby, qui est bien sûr à la confrontation des quatre nations. Donc, simplement pour vous le résumer très brièvement là, avant que vous allez le voir. Donc, on est dans la pièce des médias là, au Centre Bell et Sidney Crosby rencontre des représentants de la LHJMQ qui lui tendent le trophée qui est remis à la recrue de l'année et qui s'appelle maintenant le trophée Sidney Crosby. Je trouve tellement que c'est mérité. Ça, d'ailleurs, bravo à la Ligue. Moi, je trouve que dans les circuits professionnels, je ne veux absolument pas manquer de respect aux bâtisseurs les plus pionniers du groupe, mais je trouve que des fois, une ligue, un sport, ça l'évolue et il y a de nouvelles personnes qui marquent un sport. Et pour moi, écoutez, regardez, si vous écoutez le balado en format vidéo, il y a littéralement Sid derrière moi avec son chandail de l'Océanique. Je pense que pour les amateurs de notre génération, OK, peut-être que vous avez comme moi des joueurs marquants dans la ville où vous habitiez, où il y avait une équipe de la LHJMQ, mais Sidney Crosby, c'est le joueur d'une génération, c'est le joueur du 21e siècle. Et surtout, il avait gagné le championnat des compteurs carrément à son année recrue, loin devant son plus proche poursuivant, qui était son coéquipier d'ailleurs. Amplement mérité pour Sidney Crosby. Puis je trouve qu'on voit bien sûr Sidney Crosby, qui, tu sais, c'est un homme de peu de mots, c'est un joueur qui est tellement... qui a tellement de prestance et tout ça, mais on voit dans la vidéo que ça le touche énormément, cet honneur. Ouais, puis ça a vraiment été le fun de tourner ça. Puis je sais qu'il y en a qui pensent qu'on l'a tourné aujourd'hui. Non, je le révèle, ça n'a pas été tourné aujourd'hui parce qu'il est au Centre Bell au moment où on enregistre l'épisode. Mais non, on a tourné quand les Pingouins sont venus. Mais ouais, il a été classique, vraiment, là, quand on a fait ça. Tu sais, le gars, les Pingouins nous l'ont dit, là, il reçoit des milliers de demandes là, par année. Ben oui. Ça n'a aucun sens, puis il en accepte vraiment beaucoup. Puis pour la LHJMQ, il a toujours été vraiment super collaboratif avec nous. Puis je vais te raconter un petit truc sur Sidney Crosby. Tu sais, moi, j'ai la chance d'être dans les coulisses des événements. Je suis beaucoup sur le terrain pour la Ligue. Puis quand on a retiré son chandail, il est arrivé de bonne heure, Sidney, parler avec des fans, signer des autographes, faire des entrevues, etc. Il est resté... Ce qui est très on-brand, soyons honnêtes. Pour le caractère, ouais, exact. Il est resté tout le match. Parce que, je dis c'est important, là, tout le match, parce que j'en ai vu des joueurs pros, etc., voir leur chandail retiré et quitter par la suite. J'en ai vu dans le passé. Sidney, lui, la cérémonie avait été longue. Il est arrivé de bonne heure. Ça finit très tard le match. Il n'a pas manqué une seconde du match. T'sais, ça te donne le genre de caractère qu'il est aujourd'hui et comment peut-être la LHJMQ et l'Océanique de Rimouski, peut-être spécifiquement pour lui, ont été des passages importants dans sa vie. Puis dans la vidéo, on le voit là, quand on lui fait parler de ses souvenirs à Rimouski, puis le fait que le nom porte son trophée. C'est pas un gars qui s'exclame beaucoup, mais je pense qu'il y avait quand même une belle fierté dans ce sourire. J'invite les gens à aller le voir. C'est partout sur nos plateformes maintenant. Ouais, c'est pas pour rien que Sidney Crosby est probablement l'un des meilleurs ambassadeurs de la Ligue d'un point de vue joueur, pour bien sûr ce qu'il a fait, mais la façon dont il se comporte. Puis je pense, tu as raison, tu as parlé de l'Océanique, mais c'est une organisation de première classe, c'est une organisation qui va recevoir la Coupe Memorial cette année. Et justement, c'est un passage formateur, c'est un passage important dans la vie d'un jeune homme, tout court, pas juste un joueur de hockey.
Je suis convaincu que Sidney Crosby, là, une petite partie de ce qu'il est aujourd'hui, il le doit non seulement à la Ligue, mais à l'Océanique de Rimouski également. Parlant de jeunes joueurs, Alex, c'est une bonne année. C'est une bonne année pour les joueurs dont c'est l'année de repêchage. Dans le premier épisode, on a parlé de nombreux joueurs de la LHJMQ qui vont être repêchés cette année, qui sont des beaux espoirs, de bels espoirs. Et il y en a un dont on n'a pas parlé encore, mais qui depuis le tournant de 2025 est tout feu, tout flamme. 15 buts en 16 matchs avec 15 passes, 30 points depuis le tournant de 2025. Je parle de Philippe Veilleux des Foreurs de Val-d'Or, qui vraiment, là, connaît un moment en ce moment. Ouais, Veilleux, puis elle est intéressante son histoire à Veilleux parce que bon, je sais que toi t'es un criquet de sport, là, les listes, ça, tu regardes ça, et je sais pas si tu te souviens la première entre guillemets watch list, ben son nom n'était pas dessus, il était le grand oublié de cette liste-là. Et au moment où on se parle, il est parmi les meilleurs marqueurs dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la LHJMQ. Il vient tout juste de connaître une séquence de 18 points en 5 matchs. Oui, t'as bien compris, 18 points en 5 matchs. C'est incroyable. Puis Veilleux, c'est un gars qu'on voulait surveiller au début de l'année parce que c'est un gars qui a des mains, il a énormément de talent, même à une certaine époque, là, il était presque déjà une vedette de médias sociaux alors qu'il était plus jeune parce qu'il faisait des vidéos de hockey, là, pour ceux qui s'en souviendront. Puis malgré tout, le pire, c'est que c'est un petit gars assez timide, là, enfin, pour les interactions que j'ai eues avec lui. Mais c'est intéressant parce que c'est un des meilleurs espoirs présentement dans la LHJMQ, un gars qui était peut-être oublié et qui est en train de faire taire ses détracteurs à vitesse grand V, pas à peu près. C'est un late riser qu'on appelle dans le jargon, il n'y a pas de doute. En ce moment, je regardais là, les différentes listes. On commence à parler peut-être d'un choix de 3e ronde, peut-être même certains le voient fin de 2e ronde. Je suis convaincu qu'il peut continuer de monter et surtout, ben, c'est un cas classique aussi. Là, il est quoi? Il est 5-9 environ. C'est un gars qui, s'il y avait la charpente d'un Beckett Seneca, peut-être qu'on parlerait encore plus justement de ce que Beckett Seneca a fait l'an dernier. Pour ceux qui ne se souviennent pas, il a lui aussi pris feu à peu près au même moment, au tournant de 2025, puis ça l'a propulsé jusqu'au 3e rang total du repêchage. Je suis pas en train de dire du tout que c'est ce qui va arriver à Veilleux. Mais je suis convaincu que s'il y avait peut-être un petit peu plus de charpente, on en parlait. Mais on est à une époque où, de plus en plus, ce type de joueurs-là, on veut leur donner une chance, puis il la mérite, sa chance. Puis je pense qu'il va continuer de grimper. Moi, c'est non seulement au classement des espoirs, là, mais au sommet des pointeurs de la Ligue. Ben, ça se pourrait. Le sommet des pointeurs dans la Ligue, ça va être compétitif, là, je te cacherai pas. De un, il y a déjà beaucoup d'espoirs qui sont dans la course, mais il y a beaucoup de bons joueurs de 20 ans. Là, fait que, je sais pas, peut-être, qui sait, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Il reste encore une bonne partie, entre guillemets, de la saison, même si on est dans le dernier stretch, là. Mais il reste que, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'est mis sur le radar, comme on dit, puis je pense pas qu'il va sortir de ce radar-là maintenant. Ben, c'est bien ce que tu amènes parce que ça démontre un peu la qualité là, des espoirs de la Ligue cette année. Le fait qu'il y ait autant de jeunes joueurs qui vont être repêchés et de 20 ans dans le sommet des marqueurs. Il y a comme un peu, je vais pas dire un fossé, là, mais on dirait vraiment que c'est marqué entre les vétérans. C'est normal, les vétérans, à chaque année, tu as des vétérans de 20 ans qui connaissent des saisons phénoménales. Et cette année, tu as beaucoup de gars qui vont être repêchés. Ça, c'est très excitant pour le repêchage, si tu es un amateur de repêchage. Mais aussi, moi, je regarde ça et je me dis, l'an prochain, ces gars-là, là, peut-être qu'il y en a un qui va, je sais pas, moi, j'exclus pas la possibilité que Caleb Desnoyers débute sa carrière Ligue nationale dès l'an prochain. Je pense pas, j'y souhaite, mais sait-on jamais. Patrice Bergeron a été repêché en 2e ronde puis il a fait la Ligue nationale à 18 ans. On sait pas ce qui peut arriver. Mais je pense que ça va être très, très excitant l'an prochain aussi, là, quand ils vont être des gars de repêchage +1, plus d'expérience, plus de maturité physique. C'est vraiment là, un beau 12 mois à venir là, à surveiller tous ces joueurs-là. Ben même, puis je vais aller une coche plus loin que ça. J'ai même pensé peut-être repenser l'année prochaine à Équipe Canada Junior. Ouais. Peut-être avec des gars qui pourront peut-être faire même 2 ans. Ce sera peut-être pas le cas des gars comme Carbonneau et Zonon qui sont invités parce que eux, c'est des late, fait que ça se peut qu'ils jouent pro plus rapidement. On verra dans le cas de Carbonneau et de Woodward. Mais dans le cas de Caleb Desnoyers, s'il reste junior, je sais pas, jusqu'à son année 19, là, pourrait peut-être faire Équipe Canada dès l'année prochaine. Mais enfin, je suis pas dépisteur, puis c'est peut-être une bonne chose que je le sois pas. Mais ouais, c'est intéressant de voir les Veilleux, les Zonon, les Desnoyers, les Carbonneau dans la course pour le meilleur marqueur de la saison. Tu sais, de voir Fauchon ou Woodward ou Véro dans le haut du classement, on s'y attendait. Véro a dominé le circuit l'année passée, Fauchon, même chose. Il y a peut-être juste Poirier là, qui est un peu plus jeune, là, qui vient tout juste d'être repêché. Mais ça ne nous surprend pas non plus de le voir là. Et de voir autant de bons joueurs admissibles au repêchage si haut dans le classement des marqueurs, ben
ça, c'est intéressant, non seulement pour cette année, mais pour les années à venir et le succès que la LHMQ pourrait connaître, peut-être dans les Coupes Memorial ou peut-être même avec l'équipe Canada Junior et au repêchage aussi notamment. On va te parler de joueurs, parlons d'équipe, parce que là, il y en a 4 qui sont officiellement qualifiés pour les éliminatoires. Bien sûr, Moncton qui trône toujours au sommet de la Ligue. L'Océanique qui va accueillir la Coupe Memorial, les Voltigeurs et les Saguenay de Chicoutimi. Peut-être qu'au moment où vous allez écouter ce balado, d'ailleurs, les Huskies de Rouyn-Noranda aussi vont avoir obtenu leur billet officiel pour les éliminatoires. C'est des équipes qu'on attendait en début d'année. Bien sûr, l'Océanique, parce qu'on sait qu'au risque de me répéter qu'ils accueillent la Coupe Memorial. Les Wildcats de Moncton sont vraiment dans un cycle incroyable. C'est une belle équipe à suivre. Je note par contre que 3 de ces équipes sont dans la division S, donc ça va être intéressant ça à surveiller d'ici la fin de la saison. Mais ouais, les Wildcats d'ailleurs et l'Océanique sont les 2 seules équipes de la Ligue dans le top 10 là, officiel de la LCH qu'on publie. Ce sont les 2 seuls, mais ils sont très hauts. Ils sont respectivement 2e et 3e au classement canadien. Ouais, c'est intéressant parce qu'on est déjà, quand on voit des petits X dans le classement, là, ça veut dire qu'on approche la fin de la saison, les séries arrivent, la coupe s'en vient et on va cligner des yeux et toi puis moi, on va parler de la Coupe Memorial à tous les jours. Ouais, c'est les équipes qu'on attendait, Moncton, Rimouski, Chicoutimi, il n'y a pas vraiment de surprise là. Drummond, par contre, si tu m'avais dit ça va être la première équipe dans l'Ouest à être qualifiée, j'aurais pas été sûr parce que c'est une équipe qui arrivait, qui venait de gagner. Évidemment, on a laissé aller de bons joueurs, mais l'équipe a tellement été performante en début de saison qu'on a décidé de retenir des éléments comme Ethan Gauthier parce que je pense que autrement il aurait été en demande. Peut-être un gars comme Woodward également ou Sam Oliver qui est présentement le meilleur buteur de la Ligue. On a décidé de garder ces gars-là qui auraient pu aller aider des équipes qui aspire à la coupe. Alors de voir Drummondville, là c'est une surprise, mais en même temps c'est une équipe qui est bien coachée avec Sylvain Favreau. On a beaucoup d'éléments qui ont gagné l'année passée, ils vont être à surveiller. Et là tu disais, il y a beaucoup d'équipes dans l'Est, c'est vrai. Ce qui est surprenant peut-être, c'est que beaucoup d'équipes dans l'Ouest sont pas mal plus fortes que ce à quoi on s'attendait. Parce que tu regardes Rouen, on savait que ça allait être une bonne saison. On se demandait qu'est-ce qu'ils allaient faire à Noël. Finalement, eux aussi statu quo. Shawinigan, Sherbrooke et Blainville, ce sont tous d'excellentes équipes contre lesquelles je ne gagerais pas. Et là, Blainville, là, ils sont 5e dans l'Ouest présentement. Et je te dis, honnêtement, je serais pas surpris de les voir arriver en demi-finale, dépendant de comment le tableau va se construire. Mais la course, elle est intéressante. Puis, regarde, on n'a pas parlé de Bécomo qui est en finale l'année passée du côté de l'Est ou de Cap-Breton, ou même de Batters qui pourraient peut-être en surprendre quelques-uns à leur dernière saison. Fait qu'écoute, en ce moment, là, on va avoir une fin de saison qui va être complètement spectaculaire du côté de la LHMQ. Puis ça va être bien intéressant à suivre dans beaucoup de marchés. Ouais, je suis d'accord parce que puis je veux absolument pas manquer de respect aux Voltigeurs. Tu le sais, c'est mon équipe. Je mets Denis Gauthier et sa gang sont en train d'écouter. Sachez que moi, je suis un gars des Voltigeurs. Ceci étant dit, malgré leurs 70 points, je trouve que Moncton et Rimouski, c'est la crème de la crème. Mais après ça, de Drummond, j'ai envie de dire jusqu'au Cap-Breton, au 10e rang du classement général, je vais être absolument pas surpris si n'importe quelle de ces équipes-là franchit la 2e ronde, franchit peut-être même la 3e ronde, parce que tu viens de parler de Blainville-Boisbriand, qui en ce moment connaissent une très belle séquence, une seule défaite à la régulière à leurs 10 derniers matchs. Puis Blainville-Boisbriand, c'est quand tu regardes, c'est une équipe, je trouve, qui est beaucoup menée par des jeunes joueurs. On parle de Carbonneau, mais il est pas seul. Étant mené par des jeunes joueurs, je serais pas surpris que ce soit simplement une courbe de progression qui les amène à être à un niveau très intéressant rendu aux séries. Ils sont pas inclus dans ce que je viens de dire, mais même les Highlanders de Charlottetown connaissent un moment. Jim Holton, Reynolds, il y a des éléments là qui sont là. Ils sont bien coachés, les Highlanders. Moi, je ne gagerais jamais contre Jim Holton. D'ailleurs, c'est un gars qui a joué, qui a coaché dans la Ligue nationale et qui a fait des miracles avec ses équipes dans le passé avec les Highlanders. Et non, je serais pas surpris de voir une équipe très serrée. Tu as raison de le dire, là, il y a beaucoup d'équipes qui, pour utiliser une expression d'amateurs de sport cette année, qui sont dans le mix, qui pourraient venir faire les chiens dans un jeu de quilles, comme on dit. Puis j'aime ton analyse sur Blainville, l'a dit. Et j'aime l'idée de leur courbe de progression parce que tu as raison, tu as les Carbeau, tu as les Villeneuve, tu as les Nobert qui sont là. Et ce qui est intéressant, on est 8-1-1 dans les 10 derniers matchs, je l'ai spécifié, mais on a échangé le meilleur marqueur de la Ligue. On a échangé Fauchon.
Alors, ce qu'on réussit à faire présentement du côté de Blainville, c'est vraiment intéressant. Fait qu'il y a beaucoup d'équipes contre qui je ne voudrais pas gager. Regarde, on parle de bien coaché également à le Phoenix de Sherbrooke avec Gilles Bouchard, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui attendait le Phoenix aussi haut dans le classement cette année. C'est une équipe qui travaille fort, une équipe qui est structurée. Écoute, moi, pour vrai, là, j'aurais de la misère à faire des prédictions d'ici la fin de la saison, ça, c'est sûr. C'est intéressant ce que tu viens de dire sur Fauchon, parce que bien sûr, perdre un gars de ce calibre-là, ça fait mal, mais des fois, surtout dans une équipe junior où, comme on dit, il y a le cycle, il y a les courbes de progression et tout ça, ça fait prendre des responsabilités plus grandes à d'autres joueurs et qui présentement répondent à l'appel. Donc, c'est très intéressant à surveiller du côté non seulement de l'Armada de Blainville-Boisbriand, mais de plusieurs formations dans cette fin de saison dans la LHJMQ. On le sait, la LHJMQ, c'est de père en fils des fois, et il y a eu une première confrontation père-fils entre Gordy Dwyer et son fils Ryan. T'as une histoire par rapport à ça? Ouais, ben des histoires de famille, il y en a beaucoup dans la LHJMQ. Des histoires de frères, des pères en fils. C'est pas rare là, qu'on voit des pères de joueurs qui ont joué soit dans la LHJMQ. Mais ce que je veux te raconter, puis je te disais que souvent je suis dans les coulisses, puis la semaine passée, j'étais au Saguenay, puis Batters c'est là. Puis je me mets à jaser avec Gordy, puis c'est la fierté du père dont je veux te parler, parce que il allait affronter son fils. Il savait que le Dracor allait probablement rappeler son fils pour venir jouer contre lui à Bathurst. Puis là, il m'en parlait là, avec les yeux dans les étoiles, tu sais, des étoiles dans les yeux, là, Gordy. Puis tu sais, Gordy, c'est un gars qui, pour ceux qui s'en souviennent, s'est servi de ses points par bout dans le, tu sais, c'était dur à cuire là, par bout dans la Ligue nationale de hockey spécifiquement. Puis dans le hockey junior, ben il a fait des flamèches aussi avec les Voltigeurs, les Remparts notamment, puis Gatineau également. Comme mon collègue Éric Chouinard me le rappelle souvent, c'était son capitaine, Gordy Dwyer, à Québec. Mais il reste que, tu sais, de voir un gars, puis tu sais, Gordy, là, je sais pas si tu le connais un peu, mais c'est un bon Jack, comme on dit, là. C'est vraiment, vraiment fun. Mais de voir, là, tu sais, il m'en parlait, puis il était comme, hey, vas-tu venir à Bathurst? Mon fils, il va être rappelé, ça ferait une bonne histoire. Puis, hey, il m'en parlait, puis tu sais, il allait l'affronter, là. Fait que je trouvais ça bien cool. Puis les deux ont eu la chance de prendre des photos ensemble. Je sais pas si on va le voir de façon permanente dans la ligue. Le gars à Dwyer, je pense que Bécomo a peut-être quelque chose d'intéressant entre les mains, mais non, mais c'est intéressant. Des fois, là, père-fils, des histoires de famille, moi, j'aime bien ça. Puis dans la LHJMQ, la LHJMQ, c'est d'abord et avant tout une histoire de famille à peu près tout le temps. Quand t'en as des belles preuves comme ça, là, de père en fils, c'est toujours bien le fun à voir. On a beaucoup parlé de Rimouski dans cette édition du balado. Parle-moi de la glace Maxi du côté de Rimouski. Ça, c'est vraiment une belle promo avec un de nos partenaires, là, sans faire une plug trop grande, mais c'est un des concours qui est vraiment le plus le fun à chaque année. Puis si vous écoutez ça là, l'année prochaine, essayez de vous inscrire parce que c'est toujours des images incroyables. Cette année, c'est une belle famille à Rimouski qui a gagné une glace. On fait tirer une glace en collaboration avec Maxi. Alors, c'est une glace que vous pouvez placer dans votre cours. Super facile à monter. Là, c'est comme des petits blocs Lego là, que vous montez ensemble. Il y a une nappe, si on veut, là, que vous mettez sous la glace avec un logo de Maxi. Ça fait comme une glace professionnelle avec un commanditaire. Puis à chaque année, là, les familles sont incroyables, sont contentes de recevoir ça. On va les visiter. On va voir comment ça se passe. C'est une famille à Rimouski. Il y en a une à Québec également qui a gagné. On va aller la voir la semaine prochaine. On va sortir des vidéos de ça prochainement sur nos plateformes. Vous allez voir. Mais si vous avez une chance de vous inscrire l'année prochaine, puis une fois de plus, merci à Maxi qui nous appuie dans cette initiative-là. C'est vraiment un des concours les plus fun à faire. Puis de voir les gagnants, en fait, patiner sur cette glace-là. Puis c'est une glace qu'ils peuvent garder pour des années après. Là. Fait que c'est toujours bien, bien le fun. Tu sais, quand t'es jeune, des fois, tu te demandes ça va être quoi, moi, quand je vais être vieux, les choses que je vais regarder. Puis je me dis, avoir eu ça dans mon temps, la facilité qu'on a aujourd'hui de créer ce genre de glace privée-là que tu peux avoir chez toi. Là. Ta connaissance aurait trippé patiner là-dessus. Le petit Maxime là, de la Côte-Nord, là, il aurait trippé à patiner là-dessus. Ouais, surtout qu'en plus, sais-tu, moi, mes parents, on n'a jamais eu de voisins arrière. En fait, on était choyés là, dans la vie là, où on a vécu. Et à Drummondville, là, aujourd'hui, où mes parents habitaient à Drummondville, le quartier s'est développé autour. Mais quand on était jeunes, c'était un champ en arrière de chez moi et il y avait un petit étang sur lequel on pouvait patiner si les conditions étaient bonnes. Puis là, je regarde ça, là, puis je me dis, ça, avoir eu ça dans le cours arrière à Drummond, là, peut-être que je me serais rendu dans la Ligue nationale de hockey. Peut-être que c'est juste ça qui me manquait. On sait jamais. Regarde. La prochaine génération, peut-être? on verra. Tu es en train de te mettre sur le spot.
Non, c'est parce qu'il va falloir d'abord que j'en aie un ou une. Ça, c'est un. Et deux, il va falloir convaincre la mère. Parce que je veux dire. D'avoir une glace? Avoir une glace, mais juste on sait pas. Je veux dire. Puis de toute façon, ce futur enfant-là qui est même pas encore ici, peut-être que sa passion va être le piano. Je sais pas. Moi, je vais encourager les enfants dans n'importe quoi qu'ils veulent faire. Mais souvent, la pomme tombe pas loin de l'arbre. C'est ça. Je vais tenter de tirer à couvert de mon bord un petit peu. C'est ça l'objectif. Hey Alex, un énorme merci. Puis on se reparle dans un prochain épisode d'Aux Quatre Coins. Ça fait plaisir. On s'en va maintenant rejoindre entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton, Louis Robitaille. Et c'est avec beaucoup de plaisir cette semaine qu'on s'en va dans l'Est complètement rejoindre l'entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton qui a atteint un plateau personnel très important d'ailleurs dans les dernières semaines. Louis Robitaille, comment ça va? Hey, ça va, Max, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup. Tu parles d'un plateau important. 400 victoires comme entraîneur-chef dans la LHJMQ. De la fierté ou tu regardes ça et tu dis, oups, il y a plus de gris dans la barbe qu'il y en avait? C'est ça que ça veut dire? C'est 300, c'est pas 400 encore. Oui, 300, excuse-moi. 300, mais c'est un plateau, tu sais, veux pas, c'est un plateau que je m'attendais pas à avoir quand j'ai commencé à coacher. C'est pas quelque chose que c'était un objectif pour moi, mais ça fait juste démontrer que ça fait longtemps que je suis dans la ligue. Comme tu dis, pas mal plus de poils blancs dans ma barbe, dans les cheveux, mais écoute, c'est un plateau que j'ai atteint avec ma famille. Tu sais, je regarde surtout dans les dernières années. Je parle de ça avec ma femme. On a réalisé que depuis ma première victoire contre les Remparts de Québec, quand j'étais adjoint à Drummondville, puis Mario Duhamel était parti au championnat mondial, c'était contre Patrick Roy à Drummond. Puis là, t'arrives, de fil en aiguille, je m'en vais coacher. J'ai eu ma première chance avec Kevin Cloutier. Je m'en vais après ça à Gatineau, où est-ce que je pense qu'on a eu 3 belles saisons. Et puis, je me retrouve ici au Cap-Breton. Quand même, je suis choyé d'avoir une bonne équipe sous la main. Ça fait 2 ans que je suis ici. Puis, il y a eu beaucoup de travail en arrière-scène, mais c'est tous les sacrifices familiaux là, que les gens voient pas. Mes enfants changent d'école à quelques reprises pour me permettre d'atteindre mon rêve et de voir où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Là. Vous connaissez présentement un bon moment. Parle-moi de votre saison jusqu'ici parce que ça en a été une en montagne russe. Il y a malheureusement eu un accident grave pour 3 de tes joueurs en début de saison. Je pense que ça a peut-être un peu chamboulé comment ça s'est déroulé. Puis c'est normal, pas juste parce que ce sont des jeunes joueurs, ça affecterait n'importe quelle équipe sur le plan mental. Heureusement, tout s'est replacé. Penses-tu que sur le plan hockey, peut-être présentement, ça l'a aidé à renforcer l'esprit de corps, l'esprit d'équipe, mais tu sais, surtout sur le plan humain, pour toi comme coach, ça a été quoi les défis peut-être auprès de tes joueurs pour garder l'équipe soudée? Bien sûr, penser à la santé de tes joueurs en premier. Comment tu as vécu ça? Ouais, comme tu dis, en montagne russe, je te dirais qu'on a descendu une côte en début de saison au lieu de la montée, là, en disant que ça allait vraiment pas bien. Mais tu sais, comme tu as dit, l'accident d'auto, c'est quelque chose de malheureux. Les joueurs revenaient ici au Cap-Breton après la longue fin de semaine où ils avaient passé du temps avec leurs amis, la famille. Tu sais, tu as 3 joueurs, je m'en allais porter mon fils, moi, à Sherbrooke, lui, il partait pour la saison à Bishop, puis j'ai reçu l'appel comme quoi les joueurs avaient été impliqués dans un accident, il y en avait, les peines de désincarcération avaient été utilisées. Là, tu veux pas, tu te poses plein de questions. Tu reviens ici à l'entraînement, puis tu as 3 gars qui sont encore à l'hôpital. C'est quelque chose qui a vraiment pas été facile. Peut-être qu'il a été sous-estimé également parce que je pense que ça a affecté les joueurs plus qu'on le pense. Les joueurs, ils ont des fois, là, ils se montrent durs, ils ont une carapace, mais tu sais, ultimement, l'an passé, on a vécu une épreuve avec Jacob Newcomb. Cette année, on commence la saison avec 3 joueurs, dont Braden Schmidt, qui est un leader pour nous, qui peut pas jouer avant la période jusqu'à Noël, dans le fond. C'est que, ça a fait en sorte que c'est un début de saison qui a été très, très weird. On a eu Cam Squire qui a commencé dans la Ligue nationale, qui est resté jusqu'à la toute fin. Thomas Lavoie, c'est qu'on n'a jamais pris notre envol, on dirait. On n'a pas eu de camp d'entraînement. C'est pas une excuse, c'est une réalité. Puis je pense qu'on n'a pas, on a fait des choses de bien, mais on n'a pas bien handlé cette situation-là. Où est-ce que je pense on pensait probablement que par moment ça allait être facile à cause de notre fin de saison l'an passé. C'est que c'est un melting pot de choses, là, ça crée de la frustration, là, veut pas l'effet boule de neige a commencé à embarquer. Mais à un moment donné, je pense que la pause du temps des fêtes, ça a vraiment été le point tournant pour nous, où est-ce que les gars, on peut retourner, on leur a dit, bon, quand l'entraînement est fini, là, quand on va recommencer en revenant du break, c'est la vraie saison, puis il faut donner crédit aux joueurs là-dessus. Là.
Je parlais avec Alex Régimbal justement il y a quelques minutes à peine. On regardait le classement puis je me disais, si tu m'as ou cette année, je trouve que bien sûr t'as les Wildcats et l'Océanique. Puis je veux pas manquer de respect aux Voltigeurs, mais je trouve qu'ils sont devant, c'est des belles machines. Mais je trouve que justement après ça, jusqu'à où vous êtes, t'as même les Islanders de Charlottetown qui sont plus bas au classement, qui connaissent un bon moment présentement. Je trouve, moi je me souviens quand j'étais plus jeune dans les années 2000, la première ronde en série, c'était pas mal formalité dans la grande majorité des séries. Puis là, je trouve que ça fait quelques années que les premières rondes sont presque toutes intéressantes, puis j'ai comme l'impression que cette année, ça va peut-être être relevé encore plus parce que je regarde à partir de vous, puis jusqu'à Drummondville, puis n'importe quelle équipe, tu sais, je viens de parler des Islanders, l'Armada de Blainville-Boisbriand, c'est la même chose. Vous aussi, présentement, ça va bien. N'importe quelle équipe qui va, si vous me passez l'anglicisme, là, piquer au bon moment pourrait arriver puis causer une surprise. Puis vous, justement, je trouve que dans la progression de votre saison au Cap-Breton, sans vous êtes un bon candidat à une équipe qui peut arriver en série, peut-être se faire prendre un petit peu à la légère, mais attention à l'équipe qui va vous prendre à la légère, justement. Ben, puis tu regardes, tu parles de nous, mais tu sais, j'ai le classement ici, là, tu sais, Halifax avec Steinman, qui fait, je pense, 2 semaines, qui est goaler de la semaine, Val-d'Or, qui marque des buts à profusion. Je pense qu'il y a beaucoup de parité dans la Ligue. Tout le monde peut battre tout le monde. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est une belle saison de hockey présentement que les amateurs vivent parce que, tu sais, à chaque soir, tout le monde peut battre tout le monde. Faut que tu te présentes tes bas de travail. Puis, comme tu as dit tantôt, de piquer au bon moment, je crois beaucoup à ça. Puis, c'est un peu ma manière de faire. Tu sais, des fois, on instaure des choses en début de saison. Je suis très à cheval sur des principes, des situations de jeu, c'est qui amène beaucoup de détails. Des fois, les gens à penser, mais une fois que tu penses plus sur la patinoire, tu peux prendre ton air d'aller, puis là, tu trouves ta confiance, tu te sens à l'aise. Puis je pense que dans le junior, j'aime mieux commencer plus slow pour finir plus fort, puis arriver en séries éliminatoires. Puis c'est un peu la même recette qu'on a eu l'an passé, parce qu'en début de saison, on était à 500, je pense après 40 games. Et puis on a commencé à piquer, on a gagné, je pense, nos 8 ou 9 derniers matchs, puis on a eu du succès en séries éliminatoires. Même chose avec Gatineau. Ma dernière saison là-bas, je pense qu'en début de saison, là, il y avait des hauts, des bas. On dirait que quand on a commencé à prendre notre adalon, on avait gagné 26 en ligne. C'est quelque chose qui, pour moi, est important de piquer après Noël. Avant Noël, c'est d'apprendre à connaître tes joueurs, de savoir comment ils vont gérer certaines situations. Puis après ça, après Noël, mais là, on met nos bottes de travail et on se prépare pour les séries, là. Parle-moi de Thomas Lavoie. Tu en as glissé un mot un peu plus tôt dans notre entretien. Tu l'as dit, vous avez manqué en début de saison. Choix de 3e ronde du club de hockey de l'Utah, et peu importe le nom qu'ils prendront pour l'avenir. Un gros bonhomme. Et un gros bonhomme, 6 pieds 4, des fois ces défenseurs-là, on dit que ça prend peut-être un petit peu plus de temps, que ça soit juste d'être à l'aise dans leur corps après la poussée de croissance et tout ça. Un droitier. Et il me semble que cette année, il a pris des pas de géant. On connaissait ses qualités, c'est pas pour rien qu'il a été repêché si tôt dans la LHJMQ. Et là, en plus, a pris un pas offensif très intéressant cette année et 1 point en dessous du point par match au moment où on se parle. Parle-moi de sa progression cette année et cette touche-là offensive, l'as-tu vu ou même toi, t'as été un petit peu surpris cette année? Ben, première des choses, Thomas Lavoie, la personne, c'est un jeune homme incroyable. C'est un jeune qui veut apprendre, qui s'en fait pas avec la pression extérieure. On l'a vu, il est arrivé premier overall. L'an passé, là, il a commencé à avoir du monde qui questionnait son jeu. Il a slidé un petit peu au repêchage, mais ça l'a jamais dérangé. Au bout de la ligne, lui, ce qu'il voulait, c'est être repêché en national, mais surtout continuer à avancer en tant que joueur de hockey. Puis, ce que j'aime dans la progression de Thomas, c'est que quand je suis arrivé l'an passé, on a établi avec lui, c'est quoi son style de jeu? C'est quoi qu'il va faire en sorte qu'il va jouer dans la Ligue nationale? C'est quoi les attributs qu'il a qui fait qu'il est un défenseur spécial? Puis pour moi, comme tu as dit, c'est un gros bonhomme droitier qui défend extrêmement bien, qui est dur à jouer contre. Fallait améliorer un petit peu sa hargne dans les coins, sa combativité quand tu joues midget 3 et t'es 6-7-3, tu peux pas frapper aussi fort que dans le junior. Puis ça, des fois, c'est quelque chose que les gens n'ont pas vu. Il fallait qu'il apprenne à se faire confiance, puis à utiliser son corps encore mieux. Puis là, de fil en aiguille, il a pris confiance là-dedans. Il a pris plaisir à défendre contre les meilleurs joueurs l'an passé. Il a appris en séries éliminatoires. Puis cette année, il regorge de confiance. Tu parles de sa production offensive. Ce que j'aime dans Thomas Lavoie, c'est qu'il est encore meilleur défensivement, il est encore meilleur à jouer contre les premiers trios. Il veut pas s'en aller là pour faire des points. Il veut pas arriver dans un match, genre, je vais avoir un but, une passe. Il y a la production qu'il y a soit sur l'avantage numérique en faisant des jeux simples, mais elle vient à cause de la qualité de son jeu. Puis ça, il faut lui donner crédit. Puis souvent, je disais souvent ça à des joueurs, des défenseurs par le passé, tu veux pas être un running back, tu veux être un quarterback, tu veux distribuer la rondelle de la bonne façon, tu veux prendre les bonnes options, puis à un moment donné, les points vont venir naturellement. J'aime ça, cette analyse-là. Tu veux être un quarterback et pas un running back. M'en souvenir, c'est la première fois que je l'entends.
Parce que moi, j'étais un fan de Tom Brady, puis je dis souvent, Tom Brady, c'est pas le meilleur athlète, c'est pas le gars qui va faire des bombes de 60 verges, c'est pas le gars qui va courir la balle à 100 verges, mais il va distribuer la balle avec efficacité, c'est des passes de 5-10 verges. C'est la même chose au hockey, tu veux pas être en avant de tes joueurs d'avant, tu veux distribuer la rondelle au bon moment, faire une belle passe, que ce soit sur un gars qui est sur un revers, sur son côté fort. Tu sais, la force de ta passe, c'est que tu veux avoir de l'efficacité. Tu veux pas être un défenseur qui est flashy. Tu sais, c'est le fun de voir des défenseurs faire des spinoramas et tout ça, mais au bout de la ligne, quand je regarde la finale de la Coupe Stanley, c'est des défenseurs de 6-4, 6-5 qui défendent, qui ont du poids offensivement, qui sont capables d'apporter de l'offensive, mais ultimement savent défendre. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment quand on parle de développer un joueur prochain niveau. C'est notre approche avec Thomas Lavoie. Ça te dérange pas, Louis, j'ai pris des notes pendant que tu parlais parce que je vais envoyer ce segment-là à mon équipe de Ligue de garage là, parce qu'on a des petits problèmes défensifs. M'a envoyé ça aux défenseurs. Là, ça va peut-être passer un petit message. Blague à part... On joue comme les Oilers cette année, ça n'a pas de sens. Blague à part, t'as de l'expérience maintenant avec les défenseurs repêchés premier au total. Bien sûr, t'as eu Tristan et Tristan Luneau avec les Olympiques. T'as maintenant Thomas Lavoie. Pour des raisons différentes, après ça, peut-être, tu sais, au début de leur parcours junior, les deux peut-être glissé un peu au repêchage. Tristan avait malheureusement eu des blessures qui l'avaient ralenti dans son développement. Puis, en tout cas, mon humble avis a tellement repris ça. Puis, il est tellement sur une belle courbe, je trouve. Est-ce que auprès du joueur, des fois dans les conversations, tu utilises ton bagage avec un autre joueur pour essayer de lui faire voir où est-ce qu'il peut aller, ou ça dépend du joueur? Comment tu fais ça quand tu as l'expérience comme toi présentement? Quand tu t'assois avec Thomas Lavoie dans le sofa ici puis on jase de hockey, c'est de partager nos expériences. Avec Tristan était comme ça, on avait essayé ça. Puis tu sais, des fois c'est une autre recette avec Thomas. Puis des fois les jeunes se questionnent aussi comment lui agissait dans telle situation, l'année du repêchage. On le préparait, que ce soit des entrevues ou ce que les gens pensaient de lui puis disaient de lui. Puis à un moment donné, j'aime ça partager mes anciennes expériences. Moi aussi, j'ai appris là-dedans. Il y a des choses que j'ai faites que je referais. Il y a des choses que j'ai appris que j'ai changé peut-être mon approche dans certaines situations. C'est que les joueurs s'intéressent à ça. Je parlais avec Cam Squire hier de Zach Dean. Tu sais, Zach Dean qui avait été une recrue incroyable offensivement 16 ans avant mon arrivée à Gatineau. Son année de repêchage, 1 point par game l'année COVID, tu fais quand même repêcher en première ronde, puis il a fait Team Canada, chacun son propre parcours, mais ultimement, il y a un dénominateur commun, c'est des passionnés, c'est des joueurs qui veulent apprendre, qui sont prêts à écouter, à partager également leur opinion, de dire, moi, j'aurais fait, je pense que cette situation-là, j'aurais dû faire tel jeu, moi, je vais leur dire non, voici ce que je vois, mais ultimement, c'est des échanges, puis c'est comme ça que tu apprends ce que l'athlète, comment il pense sur la glace, tu peux l'améliorer, tu peux voir un peu également, OK, ben à chaque pattern, quand il se fait presser à sa droite, il réagit de telle façon. C'est que tu sais, c'est des échanges comme ça qui fait que moi, je suis un meilleur coach, que je peux les épauler encore mieux, parce que au bout de la journée, le joueur joue. Moi, ma job, c'est de l'accompagner. Puis en tant que leader, c'est pas d'être un dictateur, c'est vraiment d'être un accompagnateur, de faire en sorte qu'il reste sur la ligne droite, sur la ligne, puis qu'il marche droite, puis qu'il vit des expériences. Puis quand ça va moins bien, ben je suis là pour l'aider, là. Louis, je trouve ça intéressant parce que on en a parlé un peu plus tôt, mais t'as été avec les Voltigeurs, t'as été avec les Tigres, après ça Gatineau, maintenant avec le Cap-Breton. Bref, sur la carte Est-Ouest de la LHJMQ, t'as pas mal été au centre. Drummond-Victo, difficile d'être plus au cœur de la LHJMQ. Après ça, à l'Ouest avec Gatineau, maintenant complètement dans l'Est avec Cap-Breton. L'an prochain, il va y avoir du changement dans la Ligue avec la Ligue qui retourne à Terre-Neuve avec le Régiment. Vous serez plus l'équipe la plus isolée de la Ligue, mais je suis curieux, c'est quoi les défis pour une équipe comme la vôtre, un peu plus à l'Est, les voyagements sont plus longs. Quels sont les défis pour toi en tant qu'entraîneur? Puis tu sais également, qu'est-ce qui va attendre les défis de l'équipe de Saint John comme ça, d'après toi? Je pense que Saint John, c'est tellement un beau marché. On en parlait tantôt. C'est une place que moi j'aimais aller sur la route là, quand je vais dans la Ligue américaine. C'est sûr que c'est un peu plus éloigné. Premièrement, c'est 1h30 de décalage par rapport à Montréal et non 1 heure ou 2 heures. Ils sont directement dans le milieu. Ce que je vais dire, c'est que l'équipe qui va être à Saint John, ils vont voyager en avion. Ils n'auront pas la même réalité que nous. Ils vont peut-être être plus souvent sur la route, plus de nuitées. Je pense que pour nous, la chose la plus difficile, c'est que nos voyages sont en autobus, puis c'est quand même des longues heures d'autobus. Ça fait en sorte qu'on pratique beaucoup moins. Tu sais, dans le centre du Québec,
t'es souvent à la maison, tu peux pratiquer. Des fois, t'es comme tanné de pratiquer. Faut que tu fasses des journées de small area où tu donnes des journées skill parce que justement, t'as trop de pratique. Tandis qu'ici, dans notre quotidien, c'est quand t'as une pratique, tu veux la maximiser. T'essaies de faire, t'enseignes beaucoup par vidéo, mais t'essaies de maximiser les touches, certains jeux, les unités spéciales parce qu'on n'a pas cette réalité-là. Moi, comme coach, c'est un nouveau défi. Ça a été un challenge, surtout l'an passé. Là, dans ma deuxième année, j'ai plus le feel des voyages puis de comment la cédule, comment ça va avec la cédule, où est-ce que je m'en vais dans ma planification mensuelle. Mais je te dirais que le Centre du Québec, ça, c'est le paradis pour les coachs et pour les joueurs parce que nous autres, c'est pas la même réalité, là. Ouais, disons que quand t'es à Drummondville, à cheval, sur quoi? Sur la 20 puis c'est à 55, puis tous les marchés sont... ou presque. Tu sais, je suis souvent chez vous. C'est ça, ouais. Ouais, c'est parce que tu joues dans ta division, puis tu joues Drummond contre Victo, c'est 45 minutes, Sherbrooke, 45 minutes, tu t'en vas à Shawinigan, c'est 1 heure, Blainville, c'est 1 heure, Québec, 1h30. Nous, notre réalité, c'est que l'équipe la plus proche, c'est Halifax, qui est 4h30. C'est qu'on a beaucoup plus de voyages. On est dans un segment présentement que c'est la première fois en 2 ans qu'on a autant de une game sur la route. On a joué 2 fois Moncton la semaine passée. On s'en va à Halifax demain pour jouer jeudi. Mais habituellement, quand on sort pour 2 ou 3 matchs. Louis, toujours un plaisir de se parler. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour le podcast aux 4 coins. Super apprécié. Tu souhaites une bonne fin de saison, de rentrer en série de la bonne façon, puis au plaisir de se reparler bientôt. Yes, merci Max. Continue ta bonne job. Merci beaucoup. Louis Robitaille, entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton. Et c'est ce qui va conclure ce 2e épisode du balado aux 4 coins. Un énorme merci à Alex Régimbal ainsi qu'à Louis Robitaille pour son temps. Rendez-vous dans une aréna de la LHJMQ près de chez vous. Il y a des gros matchs qui vont être disputés dans les prochaines semaines dans cette course aux séries éliminatoires. Je vous rappelle de vous abonner à la page YouTube de la LHJMQ si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, eh bien, nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify et vos bonnes plateformes de balado diffusion. N'hésitez pas à laisser là, une petite critique, un petit review 5 étoiles du podcast si vous avez apprécié. On se reparle dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Aux 4 coins. Merci tout le monde. Ciao!